Donc, je vous présente Frédéric Danois. Frédéric Danois, c'est un chercheur chargé de recherche DPM à Rouen, au labo de matériaux et en l'occurrence métallurgie. Frédéric, il est spécialiste depuis tout petit de façon atomique. Le GPM, c'est un des labos qui a développé cette technique analytique. On va parler d'autre chose. C'est un produit du GPM. Il a fait des petites études là. On est parti en pilote avec ça. Il a travaillé énormément sur des alliages fermicaires en chimie conventionnelle avant d'en avoir marre et de se tourner vers des matériaux assez intéressants que sont les météorites de terre. Frédéric, je pense que le début de l'histoire avec le muséum, c'est qu'il a contacté Mathieu Daniel. Et puis après, on s'est tout bien entendu. On s'est dit qu'il y avait pas plein de choses à faire en son atomique sur les silicates comme sur les métaux. Et c'est avec Fred et deux personnes. Vu cette idée un peu bizarre de faire, d'essayer de construire une sonde atomique spécialement dédiée à la géochimie et à la minéralogie naturelle, extraterrestre, et donc qui est financé par le PEPR. C'est quelqu'un avec qui on travaille régulièrement ici. Lina va fini, j'espère, pas mal dans sa thèse. Et puis d'autres personnes travaillant dans ce mot-là, va être probablement amené à travailler autour de ce PEPR, de cette machine avec des capacités accrues en termes d'analyse d'hydrogène, d'isotopes. Frédéric qui va parler de techniques, évidemment, aujourd'hui, et puis de Samuel Marotte. Merci Mathieu. Donc, comme vous l'a dit Mathieu, je vais vous faire une présentation qui va être de la technique, de la sonde atomique tomographique, la tomographie en anglais, et de la microscopie ionique, qui est la technique mère de la sonde atomique. Et je vais l'illustrer essentiellement par ce que Mathieu, je suis plutôt métallurgiste de formation, donc sur des exemples de métallurgie, mais je vais essayer quand même de mettre quelques exemples de matériaux un peu plus naturels. Alors, qu'est-ce que une sonde atomique ou un microscope ionique, quels sont ses avantages? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Là, je vous ai mis deux représentations. Alors, ce qui est important pour la couleur verte, c'est l'échelle qui est indiquée ici. En fait, c'est une technique qui va vous permettre de regarder la matière, voire de l'analyser à une échelle qui est nanométrique. Et en gros, quand vous voyez ces échelles-là, on est à l'échelle atomique. Et donc, on va être capable de faire de l'analyse à l'échelle atomique. Alors, ce que vous voyez ici, c'est une micrographie de microscopie ionique, la technique mère. Et chaque point brillant que vous voyez ici, c'est un atome. C'est vraiment une technique qui permet de voir les atomes individuellement. Par contre, son défaut, c'est qu'on ne connaît pas la nature chimique des atomes qu'on voit. On sait qu'il y a des atomes, mais on ne sait pas ce que c'est. Dans ce cas, c'est particulièrement facile, c'est un spécimen de chimie. Et quand on peut étudier des aliments, on n'a pas cette information. Et donc, c'est la raison pour laquelle le développement de la technique, ça a été la sonde atomique tomographique. La sonde atomique, en fait, c'est quoi? C'est, je vous montrerai tout à l'heure, on rajoute un spectromètre de masse à ce microscope ionique et on est capable de faire des reconstructions en 3D de la position des atomes dans le volume qu'on analyse avec une précision qui est subnanométrique. Malheureusement, on a perdu la résolution cristalline quand on est passé de l'un à l'autre avec le spectromètre, mais on a quand même des localisations spatiales qui sont inférieures au nanomètre. Et là, ce que vous avez, par exemple, c'est un alliage d'aluminium avec du zinc et du magnésium. Et j'ai représenté ici en rouge le zinc et en vert le magnésium. Et vous voyez qu'il formait des précipités. Et nous, ce qu'on étudie avec cette technique, c'est la distribution de ces solutés, la manière dont ils forment des précipités, la caractéristique des précipités, aussi bien en composition, en nombre, en organisation, etc. Pour relier évidemment après aux propriétés d'usage des matériaux. Ça peut être des propriétés mécaniques, ça peut être des propriétés magnétiques, ça peut être plein de choses. Ça peut aussi vous donner des informations sur l'histoire de votre matériau, sur le traitement de manipulation. Donc voilà en gros le champ d'application de ces techniques de microscopie ionique et de sonde atomique. Pour vous donner une idée de l'encombrement, enfin, à quoi ressemble une sonde atomique, ça c'est une sonde atomique commerciale.
c'est le seul modèle qui soit sur le marché. Alors, c'est pas la dernière génération que vous avez là. Il y aura une photo plus tard de la dernière génération, mais en gros, ça tient dans une pièce. C'est un peu plus petit qu'un Sims, par exemple. C'est typiquement l'ordre de grandeur d'un microscope à balayage avec ses équipements ou d'un petit microscope à transmission. Mais ça, c'est une machine qui a été développée au labo, qui n'a pas l'ergonomie de la machine commerciale, mais ça permet de voir un petit peu de quoi est composée la machine. En gros, vous avez ici le cœur de la machine qui est une enceinte sous ultra vide, dans lequel on met l'échantillon, et puis autour, vous avez tout ce qui permet de contrôler. Donc là, c'est la veille de minutes. Là, c'est la veille de contrôle de l'humidité et des températures. Donc voilà à quoi ressemble cette machine. Vous retrouvez les mêmes ici, d'une manière beaucoup plus carrée dans la machine commerciale. Et puis, comment elle se situe, cette technique, par rapport au domaine des autres techniques analytiques? Eh bien, vous voyez qu'on va regarder un graphe où on a apporté ici la résolution latérale de la technique et là, les limites de détection. Alors, vous l'avez ici en milligrammes ou en microgrammes par gramme. En fait, la sonde atomique, elle se situe à l'extrémité, sur cette extrémité-là de ce graphe. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est la technique analytique, c'est une microscope analytique qui a la meilleure résolution spatiale. On descend jusqu'au nanomètre et on est subnanométrique, et avec la meilleure sensibilité, c'est-à-dire que dans les cas les meilleurs, on est capable de détecter les fractions de ppm atomiques d'une espèce donnée qu'on va rechercher dans la matière. Donc elle est vraiment sur cette partie-là, et elle est tout à fait complémentaire des techniques que vous avez ici, des techniques de SIMS et de nano-SIMS, dans la mesure où on frôle à chaque fois la limite physique. Alors, la limite physique, c'est quoi? C'est que si vous prenez un matériau tout petit, hein, évidemment, vous avez très peu d'atomes dedans, donc vous aurez une sensibilité qui sera de 1 atome. Et donc, sur 10 atomes, vous n'aurez jamais cherché le ppm. Donc, c'est ça, cette limite physique. Et donc, on est à la limite. Et donc, on est tout à fait complémentaire des autres techniques, comme les techniques de microscopie de la transmission, par exemple. Alors, pourquoi on est complémentaire? C'est parce que c'est en général plus dur de faire des échantillons pour la sonde atomique que pour la microscopie électronique. Et en tout cas, c'est une technique qui est moins répandue. Donc, c'est exceptionnel qu'on fasse des études purement à partir de la sonde atomique. La sonde atomique, elle arrive en général en bout de course quand on doit répondre à des questions auxquelles les autres techniques n'ont pas répondu pour une raison X ou Y, que ce soit de résolution spatiale, ou de quantitativité, ou de mélange des deux. Alors, comment est-ce qu'on fait pour obtenir ces images? Des images qui sont, alors, typiquement la microscopie ionique, c'est une technique qui a été développée par Erwin Müller, donc un physicien allemand qui a fait sa thèse dans les années 30 en Allemagne sur la direction de Hertz, le Nobel de physique, et qui l'a développé. Et les premières images qui ont été obtenues, c'est les années 50. Donc, typiquement, ça, c'est ce qu'on aurait vu dans les années 50. Alors, comment dans les années 50, on a été capable de construire un microscope qui soit capable de voir les atomes, alors que le microscope électronique, les premiers ont permis de voir les colonnes atomiques, ça a été plutôt les années 70. Donc, il y avait une vingtaine d'années là. Je vais vous expliquer le principe de fonctionnement du microscope ionique et comment ça a évolué vers la cible. Alors, je ne vais pas faire de physique, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui se passe. Ce qu'il faut savoir, c'est des techniques, ce qu'on appelle les techniques d'émission de champ. Ce sont des techniques qui utilisent des champs électriques très intenses pour pouvoir opérer. Alors, quand on parle de champs électriques très intenses, hein, c'est du 10 puissance 10 volts par mètre. C'est des choses qu'on est parfaitement incapable de faire sur une machine classique, en mettant deux condensateurs face à face. Forcément, à un moment, ça va. Et le seul moyen d'avoir ces champs électriques aussi intenses, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'effet de pointe. Alors, l'effet de pointe, il est connu, hein, c'est l'effet paratonnerre. Pour les marins, c'est l'effet de Saint-Elme, hein, les petits éclairs qui sortent sur le haut des mâts. En fait, c'est quoi? C'est que quand vous avez une partie métallique pointue, elle va modifier son environnement électrostatique, les lignes de chute vont converger vers cette partie, et donc vous allez pouvoir créer des champs électriques très intenses. Alors, un calcul très simple d'électrostatique, pour savoir un petit peu quel rayon de courbure, enfin, quelle géométrie des échantillons il va nous falloir pour obtenir ces champs électriques, quand on calcule le potentiel sur une sphère chargée, il a cette forme-là. Quand on calcule le champ électrique, il a cette forme-là, on peut dériver du potentiel. Et donc, vous avez une relation directe que j'ai mis ici entre le champ électrique, le potentiel, donc la charge qui est mise sur la sphère,
et le rayon de courbure. Et vous voyez que le champ électrique, en fait, il est inversement proportionnel au rayon de courbure. Plus vous diminuez le rayon de courbure, plus vous allez pouvoir créer un champ électrique intense. Et nous, typiquement, sur nos machines, les techniques d'émission de champ, elles marchent à des potentiels qui sont compris qui sont de quelques kilovolts, jusqu'à quelques dizaines de kilovolts. Et bien, avec quelques dizaines de kilovolts, pour obtenir un champ de 10 puissance 10 volts par mètre, il vous faut une pointe qui ait un rayon de courbure qui soit de l'ordre de la cinquantaine de nanomètres. Si vous êtes capable de faire une pointe de 50 nanomètres de rayon de courbure, de lui appliquer une polarisation de quelques kilovolts, eh bien, vous allez créer ces champs électriques. Et là, vous allez générer toute la physique de l'émission de champ. Alors, toute cette physique-là, elle est utilisée donc, maintenant dans tous les microscopes électroniques. C'est les sources à émission de champ. C'est exactement basé sur ce problème-là, sur cette physique-là. Toutes les sources dans les fibres, par exemple, les sources des LMIS, dans les fibres à gallium, par exemple, eh bien, elles utilisent cette technologie-là. Donc, c'est quelque chose qui est très répandu dans les nanotechnologies actuelles parce que ça permet vraiment d'explorer la matière à très fine échelle. Alors, voici l'image d'une pointe. Ça, c'est vu au même. Vous voyez l'échelle, hein, on est sur du millimètre. Ça, c'est des pointes qu'on faisait il y a quelques dizaines d'années. On les faisait en électrochimie. C'est relativement ça. Et c'est quelque chose qui est très, très bien contrôlé. C'est très bien faire des pointes d'acier ou de n'importe quel métal en électrochimie. Et quand vous regardez un petit peu plus en détail une vue même ici, vous voyez que l'extrémité ici, on est tout à fait capable de faire des rayons de courbure qui soient bien inférieurs à la cinquantaine de nanomètres nécessaires pour donc ça, c'est quelque chose technologiquement qu'on sait faire. Faire des pointes de pression. Alors, si on regarde une pointe maintenant en microscope en transmission, eh bien, là, la pointe est alignée de sorte à ce qu'on voit les colonnes électroniques. Donc, on voit la trace des colonnes électroniques. Donc, vous avez votre pointe ici. Ça, c'est la pointe vue avec un grandissement plus faible et avec un traitement d'image. Et donc, vous voyez qu'on a bien la limite ici. Vous voyez bien vos colonnes atomiques. Donc, ce qui est joli sur cette image, c'est que vous voyez bien. En général, les métaux ils sont cristallisés, donc vous avez un réseau cristallin, et vous avez la surface de votre échantillon ici, c'est l'intersection du réseau cristallin par une hémisphère, en gros. Alors là, c'est une photo d'Erwin Müller, un inventeur du microscope ionique, et derrière, en fait, c'est un modèle en sphère dure de ce que serait l'image de la pointe, donc l'intersection d'un réseau cristallin donné. Alors là, c'est dans une direction particulière, une direction de type 1, 0, 0, qui sortirait de l'échantillon. Et donc, vous avez la pointe derrière. Et ce que vous voyez apparaître, en fait, c'est des terrasses. Et ces terrasses, elles sont faites tout simplement pour accommoder la forme du réseau cristallin avec l'hémisphère que vous avez. Alors, juste pour l'anecdote, ici, les premiers microscopes ioniques étaient fabriqués donc entre les années 35 et les années 50. C'était, on est obligé de travailler sur l'ultravide, c'était des machines qui étaient faites en verre soufflé. Et la pointe, alors on pense que la pointe, elle doit être ici. Et à l'époque, quand on voulait faire une manip, on construisait le microscope autour de la pointe. Vous aviez un échantillon et le microscope qui était construit autour. Et quand votre échantillon était cassé, parce que ça arrive souvent, à la fin de la manip, vous pouviez casser votre microscope. Il fallait. Donc un des arbres qui faisait des manips, il était beaucoup plus fort en soufflage de verre en fabrication de pointe. Alors évidemment, maintenant, c'est fini. Maintenant, on travaille avec des technologies ultravides en acier, mais c'est vraiment une autre époque. Alors, on a essayé pour la petite histoire de reconstruire un au labo, on n'arrive pas à trouver le souffleur de verre qui soit capable de refaire des machines compatibles, avec des performances compatibles avec ces très élevées. Là, je vais passer. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un modèle en sphère dure. Et ce que j'ai représenté ici, alors tous les points noirs ici, ce sont des sphères qui représentent les atomes de votre pointe. Et je n'ai représenté ici en jaune que les atomes qui sont situés à l'extrême surface, à l'intersection, en fait, de votre hémisphère et de votre réseau cristallin. Et donc, tous ces atomes-là, en fait, ce sont les atomes qui, localement, voient le rayon de courbure le plus faible. Vous avez un rayon de courbure global qui est le rayon de courbure de votre échantillon, mais localement ici, vous avez une terrasse atomique ici, par exemple. Et donc, ici, on pourrait dire que localement, le rayon de courbure, c'est le rayon de courbure, c'est le diamètre atomique, le rayon atomique. Donc ça, et je vous disais tout à l'heure que le champ électrique, en fait, comme il est proportionnel au rayon de courbure local, il sera d'autant plus intense que vous serez proche d'une terrasse. Et donc, tous ces points ici représentés, tous ces atomes, en fait, c'est des atomes qui vont générer, une fois que votre échantillon sera polarisé, le champ électrique le plus intense.
Et si on met maintenant cette pointe ici dans une enceinte ultravide, pourquoi une enceinte ultravide? C'est parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'interférence, on ne veut pas qu'il y ait d'oxydation, par exemple, et vous mettez un gaz. Alors, ce gaz, c'est le vecteur qui va nous permettre de former notre image. C'est l'équivalent d'un photon dans la microscopie optique. Bien, votre gaz, en fait, votre atome de gaz rare, souvent de néon, d'hélium, eh bien, il va se balader autour de votre échantillon. En général, c'est des molécules, donc c'est des molécules, elles vont se polariser, donc elles vont être attirées vers l'échantillon. Elles ont une certaine température, donc il faut qu'elles s'acclimatent, donc elles vont rebondir plusieurs fois. Elles vont venir à un moment suffisamment proche de la surface pour pouvoir échanger un électron avec le métal. Alors, dans le cas du métal, c'est très facile, puisque vous avez les niveaux thermiques, donc là, c'est quelque chose qui s'explique très facilement. Et donc, vous avez ces sites ici, qui sont des sites de terrasse, vont être des sites d'ionisation préférentielle de votre gaz image. Une fois que vous avez échangé un électron, vous n'avez plus ici un atome, mais vous avez un ion qui va être chargé positif, face à une surface polarisée positive, ben forcément, il va être repoussé de l'échantillon. Et on va l'envoyer, il est repoussé vers un détecteur multiplicateur de signal. Alors, ce sont des galettes de micro-cadeaux, c'est des multiplicateurs de quantum d'énergie, c'est-à-dire, à l'entrée ici, vous avez un ion, et à la sortie, vous pouvez avoir plusieurs millions d'électrons qui vont être générés. Ces électrons de sortie, on les envoie ensuite sur un écran phosphorescent, et donc ça nous forme l'image de l'impact ici. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que, en gros, l'expression partielle qu'on va mettre, c'est 10-5 à peu près, encore. Et donc, ce phénomène d'ionisation, il va se produire en permanence. Et donc, ça va être quelque chose de continu. Tous les sites que j'ai représentés ici vont être des sites où cette ionisation va pouvoir avoir lieu. Et donc, vous allez former une image de tous ces sites. Évidemment, on imagine bien que le champ électrique, les lignes de champ, elles vont être ici, vous avez quelque chose de polarisé, ici, notre réflecteur il est à la masse. Sur vos lignes de champ, elles sont courbées de cette manière-là. Et donc, vos atomes de gaz, en gros, ils vont suivre les lignes de champ. Donc, ça va vous donner une image projetée des sites à la surface de l'échantillon. Et c'est pour ça que tout ce que vous voyez ici, en fait, tous les points que vous voyez ici, c'est l'image des zones où le champ électrique localement est plus intense, donc des positions en terrasse. Alors, on voit les atomes, mais on ne voit pas tous les atomes de notre échantillon. Tout ce qu'on voit, chaque point est un atome. Par exemple, ici, vous avez une terrasse atomique. À l'intérieur, vous avez des atomes, mais localement, le champ électrique n'est pas suffisamment intense pour générer l'ionisation du gaz rare, et donc vous n'imaginez pas, les atomes qui sont situés à l'intérieur de ce pôle. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, ici. Ici, vous avez un autre pôle cristallographique de plus bas indices. Et bien ici, vous voyez que tous les atomes, même à l'intérieur du plan, vont générer des champs électriques suffisants pour pouvoir être imagés par la microscopie. Et donc, en fait, la microscopie ionique, ça veut dire que chaque atome, chaque point est un atome. Pour pouvoir séparer les atomes, vous êtes obligé d'avoir des conditions qui sont d'ordre de plusieurs millions, jusqu'à 10 millions à peu près, et une résolution latérale qui est inférieure. Ça, ces images-là, c'est les images, les premières images, c'est 1955. Donc, en 1955, on était capable de voir les atomes dans la matière. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette technique? J'ai mis deux exemples de résultats assez significatifs obtenus dans les années 60. À partir du moment où on était capable de voir les atomes dans la matière, on était capable d'étudier la structure de la matière à très fine échelle, et en particulier les défauts dans les métaux. Ici, vous avez l'image, par exemple, d'une dislocation de vis. Alors ça, les deux images, c'est du fer pur. Et vous voyez qu'ici, le pôle ici au centre, c'est plus des anneaux concentriques comme vous pouvez avoir ici, là-bas, ou comme vous pouvez avoir ici. En fait, vous avez deux spirales qui sont décalées. Bah, ça, c'est la marque d'une dislocation vis qui émerge à la surface de votre échantillon. Alors, ça peut s'interpréter facilement. Encore, si vous faites un modèle en sphère dure, on est tout à fait capable d'interpréter cette forme-là. Donc ça permettait quoi? Bah, c'est la première fois qu'on a été capable de voir des dislocations. Parce que les microscopes électroniques, dans les années 50, ne faisaient pas des dislocations. C'était la première mise en évidence expérimentale de quelque chose qui, à l'époque, ne relevait que du concept, qui était utilisé pour expliquer les propriétés de déformation des matériaux, on depuis d'invoquer les dislocations, mais là, ça permettait de faire. Même chose pour les joints de grains. Ici, vous voyez, alors, un grain en métallurgie, c'est une unité cristallographique. Il a son orientation cristallographique sur tout son volume. Et puis, la matière est composée de plusieurs grains avec des orientations différentes. Et donc, si vous avez deux régions avec des orientations différentes, ça veut dire que vous avez deux grains différents, et ce qui sépare le grain, c'est le grain. Alors, dans les années 60, on savait très bien qu'il y avait des grains avec des orientations différentes.
Ce qu'on ne savait pas, c'était la manière dont le changement de cristallographie se faisait d'un grain à l'autre. Il y avait deux théories principales. La première qui disait bah, chaque grain conserve sa cristallographie jusqu'au bout, jusqu'au temps d'accollement. Et il y avait une autre théorie qui disait non, non, l'évolution d'un cristal à l'autre est progressive. Elle se fait sur plusieurs dizaines de nanomètres jusqu'à éventuellement des choses qui peuvent être de la fraction du liquide. Et bien, une fois qu'on était capable de voir des cristaux à cette échelle, de voir les joints de grains, ben ici, j'ai mis en pointillé la ligne du joint de grain, c'est l'endroit où on passe d'une orientation à l'autre, et vous voyez très bien que chaque grain conserve son orientation cristallographique jusqu'au plan du joint de grain. Alors maintenant, c'est des choses qui paraissent tellement banales parce qu'on est côté électronique, on voit ça de manière très facile, mais ça, il faut se rendre compte que c'était dans les années, fin des années 50, début des années 60. Encore une fois, c'est une technique qui a permis d'explorer de manière très fine la matière. Alors tout ça, c'est très bien, hein, comme je l'ai montré tout à l'heure, hein, c'était du cuivre pur, ici c'est du fer pur. Alors pourquoi ça nous fait des matériaux purs? C'est ce que je disais tout à l'heure. En gros, on n'a pas d'informations sur la chimie du matériau. C'est là qu'interviendra j'interviendrai un petit peu plus tard. Ce que je voulais vous parler, c'est un autre effet. Donc là, je vous ai parlé, en gros, le fait que les atomes de gaz image peuvent ioniser de la pointe, c'est ce qu'on appelle l'ionisation par réflexion. Il y a un autre phénomène qu'on utilise qui est l'évaporation par réflexion. Donc là, on va être capable d'arracher des atomes de la pointe en appliquant le champ électrique. Alors, comment est-ce qu'on fait? Tout simplement, ici, cette relation, c'est une relation d'équilibre. Le champ électrique à la surface de l'échantillon, il est le même, pour des raisons sur lesquelles je vais revenir éventuellement, mais il faut considérer que ça, c'est une constante de votre matériau. Donc, vous voyez bien que si vous êtes à l'équilibre ici, si vous augmentez le potentiel appliqué à votre échantillon, naturellement, puisque le champ électrique doit être constant, le rayon de courbure de votre échantillon doit augmenter pour garder l'équilibre. Et la manière d'augmenter le rayon de courbure d'une pointe, il n'y a pas 36 solutions, c'est d'évaporer les atomes de sorte à recréer un rayon de courbure plus grand. On ne peut pas faire ça dans le temps. Et donc, le fait d'augmenter le potentiel appliqué à votre échantillon, ça va forcer les atomes qui étaient les plus proches, qui étaient les atomes en terrasse, que j'ai représentés au jeu tout à l'heure, ceux qu'on voyait en microscopie ionique, et ils vont s'arracher, ils vont quitter l'échantillon parce qu'ils sont plus stables. Ils sont plus stables sous forme ionique dans le vide que restant attachés à l'échantillon. Et donc, en augmentant de manière contrôlée le potentiel qu'on applique à la pointe, et bien on va pouvoir arracher des échantillons. Donc là, encore une fois, c'est une image d'un cristal de fer pur. Alors là, il est orienté dans la direction 1, 0, 0, donc 1, 1, 0, pardon. Donc les symétries changent. Donc la microscopie ionique peut aussi être utilisée éventuellement pour regarder la nature des cristaux. Et donc vous avez ici donc les atomes qui sont en bord de terrasse, sont ceux qui sont imagés. Et maintenant, si j'augmente le potentiel, et donc ça va être, je sais pas quelle vidéo va passer. Et parce que c'est dommage. Ce qu'on aurait pu, en fait, c'est que les atomes ici, en fait, les cercles concentriques, ils se réduisent au fur et à mesure. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez arraché les atomes qui étaient en cette position-là, et donc, le rayon suivant de l'atome est devenu la position de 6. Et donc, ce sont ceux qu'on a imagés. Et donc, de proche en proche, vous allez réduire la taille des anneaux jusqu'à le faire disparaître. Et quand vous avez fait disparaître un anneau, vous avez évaporé un plan atomique de votre échantillon. C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas le voir. Je sais pas s'il y a normalement, ça se passe assez bien. Bon. Après. Donc, on a vu la fréquence d'évaporation. Donc, en fait, en augmentant progressivement l'échantillon, on a arraché les anneaux. Et ce qu'on peut faire, c'est enregistrer en fait toute cette séquence d'images. Donc ça se fait maintenant avec les techniques, avec les caméras rapides, avec les traitements numériques. C'était pas possible il y a ne serait-ce que 20 ans, donc c'est des techniques qui sont un peu plus récentes. Donc vous accumulez toutes vos images, et puis par des méthodes de traitement d'images, vous faites la reconstruction en 3D. Alors il y a une petite étape intermédiaire, parce qu'ici, ce que vous voyez, en fait, c'est une surface, c'est une sphère. Donc en fait, ça, c'est la projection d'une sphère sur un plan, et donc si on veut faire vraiment du 3D, il faut décourber ces images. Mais là, c'est ce qui est fait ici. Et donc ici, vous trouvez en 3 dimensions
la reconstruction de votre matériau. Et le gros avantage, c'est que vous faites ça à l'échelle atomique. J'imagine, voilà. Bon. Donc là, c'était, je vais vous montrer ici, là, ici, vous avez une toute petite partie d'une image de microscopie ionique. Et ensuite, si vous faites la rotation, eh bien, vous voyez apparaître les plans, les différents plans atomiques, les différentes colonnes atomiques. Donc vous avez, et là, vous voyez tous les atomes, parce que vous serez dans microscopie ionique, et tous les atomes se sont imagés les uns après les autres. Donc ça, c'est vraiment une technique unique qui permet de faire du vrai 3D et d'étudier éventuellement des défauts dans les matériaux. Car si par exemple vous avez un site qui n'est pas occupé, ce qu'on appelle une lacune, eh bien vous n'aurez évidemment pas de ionisation et donc vous verrez un trou dans votre matériau. Donc ça vous permet d'étudier, de mesurer éventuellement des densités de lacunes. Vous pouvez imaginer en 3 dimensions une dislocation. Mais cette méthode-là vous donne la vraie résolution atomique en 3 dimensions. Alors, encore une fois, là, ça s'applique essentiellement que dans le cas des images. Donc là, ça c'est l'image de base, et puis ça, ce sont des orientations différentes, et vous voyez, bah là, vous avez des points atomiques, là, vous voyez des colonnes atomiques, etc. Donc, on a vraiment le vrai aspect 3D. Donc, ce que je vous disais, bah, c'est que le microscope ionique, c'est super, hein. On peut vraiment faire des choses très très belles, esthétiquement, quand vous faites une manip, vous mettez devant la sonde, et vous voyez les images se développer devant vous, les échantillons s'évaporer, c'est différent, mais c'est un peu comme regarder un ciel étoile, et c'est vraiment quelque chose, vous pourrez passer des heures. Mais le problème, c'est qu'on voit qu'il y a des atomes, mais on ne connaît pas leur nature chimique. Donc, ça a très vite limité l'application de la microscopie ionique, et d'où l'idée, par le même Erwin Müller, de développer une technique qui permettrait de connaître la nature chimique des atomes. Et ça, alors, ça s'appelle Atom Probe. Alors, en français, le premier nom, c'était la sonde à atomes. Et puis, je ne sais pas pourquoi, progressivement, ça s'est transformé en sonde atomique. Je suis beaucoup plus peur, hein, parce qu'il prend tout de suite à l'atome, à la fission d'atomes, mais normalement, c'est une sonde à l'atome. Alors, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement, donc, vous prenez votre échantillon, vous enlevez votre vecteur, votre gamme d'image, vous êtes sous ultravide, vous augmentez le potentiel de votre appliqué à votre échantillon et vous arrachez les atomes. Alors, on ne va pas augmenter le potentiel de manière aléatoire, on va augmenter un potentiel continu, on va lui ajouter, lui superposer des impulsions qui représentent à peu près 20% du potentiel. Ces impulsions sont très courtes, c'est les sub-nano. Donc ça va vous donner le top départ, parce que vous allez augmenter sur un temps très court le champ électrique, donc vous allez déstabiliser les atomes de surface. Ils vont s'arracher, ils vont voler jusqu'à un détecteur ici, et votre détecteur, c'est votre système, le même système que tout à l'heure, c'est le électrocanaux qui génère des électrons. Mais qui dit générer des électrons, bah, c'est bien dans une source. Et au moment où ça va chercher les électrons, ça vous donne le top d'arrivée de vos atomes sur le détecteur. C'est tout simplement la spectrométrie de masse à compter. Donc ça, c'était la première sonde atomique, c'est 1968-1968. Et puis depuis, il y a eu pas mal d'évolutions, en particulier l'ajout de détecteurs sensibles à la position. C'est-à-dire que non seulement on fait du champ de vol, mais en plus on est capable de connaître le lieu d'impact des détecteurs. Donc ça au départ, c'était des détecteurs qui étaient développés pour la physique nucléaire, maintenant ce sont des détecteurs qui sont développés spécifiquement pour les sons. Les premiers détecteurs 3D, c'est fin des années 80. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va avoir des cartons d'impact sur le détecteur, dont on connaîtra pour chaque impact, on connaîtra la nature chimique par spectro-agent-Boyle, et puis en évaporant au fur et à mesure, exactement comme on a fait pour la microscopie en 3D, eh bien, vous allez pouvoir reconstruire en 3D votre volume, avec le même problème de décourbure, etc. Mais ça, c'est des choses qui maintenant sont gérées de manière très, très routinière, et donc vous allez pouvoir reconstruire en 3 dimensions un volume avec la position des atomes à l'intérieur de ce volume, et non seulement la position des atomes, mais en plus leur nature chimique. Et donc c'est ça qui vous permet de faire vos reconstructions 3D et d'avoir des informations sur la distribution des atomes, les images que je vous montrais de ça. Alors une des choses dont on voulait être sûr, c'est que les trajectoires des ions de gaz quand vous faites l'image sont bien les mêmes que les trajectoires des atomes qui quittent l'échantillon. Dans les deux cas, ils ont très peu d'énergie cinétique, donc on fait l'hypothèse qu'ils partent à l'arrêt de la surface. Et donc ce que vous voyez ici, c'est le même échantillon. Ici, vous voyez un des pôles cristallaux, et ici, vous avez l'image obtenue sur un détecteur de sonde atomique.
Alors là, non résolu en masse, mais c'est pas le souci. Ce qui nous intéresse, c'est la position. Et là, il y a euh, plusieurs plans qui ont été évaporés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une séquence qui a été prise pendant l'évaporation, pendant le rétrécissement des anneaux centraux. Et donc là, on a une partie, en fait, ça c'est une partie d'un plan atomique. Et ce que vous pouvez très vite voir ici, c'est qu'en fait, on ne reconstruit pas le réseau cristallin sur ce plan atomique. Et donc ça, c'est l'inconvénient, c'est le prix à payer pour faire la sonde atomique. Vous êtes capable d'avoir la nature chimique, mais par contre, vous perdez la résolution optique et celle du microscope. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que là, vous avez quand même l'épaisseur de cette tranche ici, c'est l'ordre des nanomètres. Vous gardez une résolution qui est nanométrique, voire subnanométrique dans la plupart des cas, mais on n'a pas on n'a plus cette résolution de l'ordre de Monchon qui nous permettrait de reconstruire le cristal. On peut le faire dans des cas très particuliers, dans les paramètres de maille, par exemple, très grand, sur les matériaux réfractaires, mais en général, on n'est plus capable de reconstruire le réseau cristallin. Ça, je vais peut-être passer dessus, c'est les performances du technologue, pour focaliser sur les performances. Alors maintenant, on parle d'un microscope analytique. Donc, c'est plus la résolution spatiale uniquement qui va nous intéresser, mais aussi ses performances analytiques. La première chose à laquelle on pense, c'est quelle est la résolution en masse d'une telle machine. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va être capable de séparer. Alors là, j'ai pris un exemple d'un truc de masse. Alors, l'essentiel, ça vient des aciers, donc les pics sur le fer sont énormes. Mais ce qui est intéressant ici, par exemple, c'est de regarder les pics ici en bleu marine, ce sont les pics du silicium. Donc le silicium, pour ceux qui connaissent un petit peu, il y a 3 isotopes, dont on connaît les rapports isotopiques. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'on voit les 3 isotopes. Là, ici, vous voyez qu'il arrive à une masse de 14 unités de masse atomique, parce qu'il est, en fait, il est chargé 2 fois. Et donc, la distance en masse entre ces pics, c'est une demi-UMA. Vous voyez la résolution de la technique, on est largement en dessous de la demi-UMA, on est à peu près au 10e UMA. Alors, pour quantifier cette résolution, on utilise ce qu'on appelle le M sur delta M. Et typiquement, pour une sonde atomique, à mi-hauteur, la largeur du pic, c'est entre le M sur delta M, c'est entre 1000 et 1500. Alors, on n'est pas au niveau des performances des cibles, là, c'est autour de 5000 voire plus, mais on est quand même suffisamment fin pour séparer différents isotopes. Mais on n'est pas suffisamment précis pour séparer les isobars, c'est-à-dire les isotopes de 2 espèces chimiques mais qui auraient le même rapport masse. Ça, c'est une des limites de la technique. Donc ça, c'est la résolution masse. Une autre chose qui est très importante, c'est la détectabilité. Bon, comment on fait pour mesurer la détectabilité? Bon, on regarde le bruit, parce que c'est le bruit qui va nous définir ça. Donc, on a pris ici donc c'est un échantillon de fer pur, et on a regardé à l'endroit où, par exemple, devait apparaître le carbone, on sait qu'il est chargé 2 fois aussi, il doit apparaître à 6, on mesure le niveau de fond, et on dit, bah voilà, pour pouvoir détecter un pic, il faudrait qu'on soit à 2 fois la hauteur du bruit de fond, et donc ça nous permet de déterminer les niveaux de détectabilité pour des éléments légers comme le carbone, le bore, le phosphore. Et typiquement maintenant, alors ça va un petit peu, maintenant on est un petit peu en dessous du ppm atomique. Donc la sensibilité de la technique pour ces éléments dans des métaux, c'est à peu près cette sorte de grandeur. Pour les métaux de transition dans les aciers, le problème c'est que vous avez le signal du fer qui est très important et là il contribue aussi au signal du bruit. Donc si ce sont des masses qui sont proches de celles du fer, là on descend d'un facteur 4. Évidemment, ça vous oblige, si vous voulez chercher du ppm, ça vous oblige à collecter des millions d'atomes. Vous allez pouvoir faire la série. Mais bon, l'ordre de grandeur des niveaux de détectabilité. Et puis aussi, on a la précision, donc ce qu'on appelle la fidélité de la technique. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en fait, nos détecteurs, en fait, tous les atomes de votre échantillon sont évaporés. Donc, ils sont reçus sur le détecteur. Seulement, on a le rendement de détection il est de 80%. On perd 20% des atomes. Ces atomes-là, on a la chance que cette perte, elle soit indépendante de la masse. Et donc, ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir mesurer de manière fidèle la composition des échantillons. Donc là, c'est un exemple, hein, c'est pareil, on peut le voir sur un acier. Là, c'est la composition qui est donnée par l'acérite, c'est Arcelor dans ce cas-là. Et voilà les mesures que nous, on a obtenues avec la sonde atomique. On ne sait pas si les mesures de la série étaient suffisamment précises ou pas, mais vous voyez qu'on est tout à fait dans les domaines. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la sonde atomique, c'est une méthode d'analyse quantitative, parce qu'en fait, on n'a pas besoin de faire de correction. C'est pas comme on adresse, par exemple, il faut retraiter les spectres. À partir du moment où on collecte les atomes, on collecte tous les atomes
avec le même rendement indépendamment de leur masse, eh bien, on fait l'hypothèse, enfin, on dit que c'est une méthode qui est directement quantitative. Alors ça, c'est vrai sur les métaux, ça marche très bien. C'est un petit peu moins vrai sur les semi-conducteurs et c'est encore moins vrai sur les matériaux. Je pense que actuellement, c'est des stades de développement, c'est d'essayer d'améliorer la compatibilité de la technique sur ces autres types de. Alors, là, je vais faire très rapidement un exemple classique d'utilisation. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a acquis et qu'on a la reconstruction en 3 dimensions? Là, ce que vous avez, donc, encore une fois, c'est un acier dans lequel vous avez 2 types de précipités qui vont apparaître avec des traitements thermiques. Ici, vous avez des carbures. Donc là, cette colonne-là, c'est le carbone. Là, c'est les éléments carbonogènes, ceux qui vont avoir tendance à aller avec le carbone. Et vous avez aussi une deuxième famille de précipités, qui sont des précipités intermétalliques de type nickel-aluminium. Ben, ce qu'on peut faire déjà, on peut mesurer la composition globale de notre échantillon. Ça, c'est la première chose. Vous prenez tous les atomes et vous divisez chaque espèce chimique par le nombre de. Et par contre, c'est surtout très, très intéressant, c'est d'aller mesurer les compositions des précipités. Là, vous voyez encore une fois l'échelle, on est sur des précipités qui sont 1 à 2 nanomètres. Très difficile avec les autres techniques, voire quasiment impossible, d'aller mesurer la composition de ces précipités. Donc, ce qu'on fait, une fois qu'on a le volume en 3D, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on a des systèmes d'identification de précipités, ce qu'on appelle des cluster identification, qui vont nous permettre de dire, ben voilà, tel atome, il appartient à telle précipité, ou il appartient à la plus, de les extraire et de les traiter de manière très simple. Donc, ce qu'on a fait ici, par exemple, on a mesuré, on a détecté les clusters, ça nous a permis de mesurer les clusters et de regarder l'évolution de la concentration. On connaît tous les atomes qui sont dans cet amas-là, et donc on peut suivre l'évolution de sa concentration des clusters. Après, ce qu'on peut faire, une fois qu'on les a, on les enlève de la matrice. Et donc, une fois qu'on les a enlevés, qu'est-ce qu'on va avoir? Il va nous rester la matrice. Donc, on va avoir l'évolution de la concentration de la matrice directement. Et donc, on peut suivre aussi l'évolution de la concentration. En fait, c'est des choses qui sont importantes pour comprendre les cinétiques, pour comprendre quel traitement thermique il faut appliquer pour avoir la meilleure distribution de précipité, en tout cas celle qui est désirée pour obtenir un tel type de propriété locale. Donc, voilà, on peut avoir les deux en parallèle. Et puis, on peut aussi mesurer l'évolution du rayon des précipités avec les traitements thermiques, leur nombre, leur fraction volumique, etc. Ça, ces grandeurs-là sont essentielles, parce que c'est elles qui vont déterminer le comportement d'usage magnétique, mécanique. Et donc, on peut relier ces différentes grandeurs avec les propriétés mécaniques. Et donc, essayer de voir quel serait le meilleur compromis. Une fois qu'on a le meilleur compromis, quel est le meilleur traitement thermique pour arriver à faire le compromis. Et ça, tout ça, je vous rappelle, c'est vraiment du problème. Ça, je vais passer dessus. On peut mesurer différents types de carbone. Alors après, il y a plusieurs techniques de traitement des données. C'est des techniques qui sont adaptées soit de ces formes microscopiques ou des traitements de données plus généraux pour isoler les clusters, pour les reconnaître, etc. Bon, là, j'avais donné quelques exemples, mais je vais être très rapidement. Là, c'est l'utilisation de la transformée de Fourier. On ferait un champ clair sur la densité de particules qui nous permettrait de sortir les précipités. Ça, c'est une des méthodes pour identifier les précipités, mesurer leur concentration, c'est la même chose. Ici, vous avez une section d'un autre volume. Les précipités qu'on a là sont des précipités relevés, de type L1 0, c'est typiquement dans les super-alléges à base nickel. Et donc là, on va utiliser le fait qu'il y a un ordre chimique, donc la distribution des atomes n'est pas aléatoire dans le volume. Et donc, si on pareil, là, maintenant, on va refaire une transformée de Fourier, mais là, on va faire un champ clair, mais on va faire un champ sombre. On va prendre une des tâches de surstructure qui est caractéristique de l'ordre qu'on voit ici, et donc, en faisant la transformée de Fourier inverse, ça nous permet encore une fois d'isoler de manière automatique les précipités. Alors, automatique, bien évidemment, du rayon que vous connaissez ici, ça c'est des techniques typiquement de microscopie électronique. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on peut faire avec une analyse une fois qu'on a été suffisamment fort pour faire des analyses. Alors, le problème, là, je reviens sur ce que je vous montre au début, c'est que l'échantillon doit être préparé sous forme d'image. Et ça, c'est vraiment un des bottlenecks de la technique. Et non seulement il doit être préparé sous forme d'une pointe, mais en plus, la région qui nous intéresse
elle doit être à moins de 200 nanomètres à peu près de l'extrémité d'échantillon, parce que c'est à peu près les zones qu'on va explorer, c'est les zones qu'on est capable d'évaporer et de reconstruire avant que l'échantillon casse. À un moment ou à un autre, de toute façon, il va casser. Donc, il faut qu'on prépare, quand on est intéressé par des sites particuliers, typiquement des joints de grains, eh bien, il faut qu'on soit capable d'amener un joint de grain dans cette zone de la pointe. Alors, évidemment, quand on fait des plans par électrochimie, vous pouvez à peu près à une fraction de millimètre, l'endroit où vous allez pouvoir faire votre échantillon, c'est le 3 ordres de grandeur différent par rapport à la précision dont on aurait besoin pour être capable de faire d'amener de manière routinière les zones d'intérêt avec ça. Alors, heureusement pour nous, il y a eu une révolution des méthodes de préparation d'échantillons début de ce siècle. Hein. C'était l'introduction des microscopes Guanin à secondes spécialisés. Ceux qui font la microscopie électronique connaissent ça très bien, parce que c'est aussi utilisé pour faire des lamasses dans la microscopie électronique. Mais ça nous permet vraiment d'aller préparer des échantillons de manière spécifique à des endroits très particuliers. Donc, à quoi ça ressemble à un système, un fibre, un peu plus à une bulle de système. En fait, c'est une colonne ionique, et votre colonne, on la concentre. Alors, bien. Ouais, je vais aller très vite. Vous avez une colonne ionique qui va vous permettre de sculpter la matière sous contrôle d'un faisceau électronique. Et après, il y a des systèmes de micromanipulation qui vous permettent de sortir vos échantillons et de les tailler sous forme de pointe. Alors, j'avais fait un film, hein, j'ai 2 minutes, qui expliquait comment on pouvait sortir les échantillons. Mais en gros, on est capable d'amener, donc ça c'est une pointe hein, ici, vous avez une pointe support sur laquelle on a été capable d'amener un tout petit morceau d'échantillon, typiquement c'est le micromètre cube, hein, quelques micromètres cubes, qu'on a été capable de tailler sous forme de pointe et qu'on va pouvoir analyser à la cible. Mais pour être sûr qu'on a bien la zone d'intérêt à l'extrémité de l'échantillon, il faut pouvoir l'observer. Et ce qu'on utilise maintenant très régulièrement, c'est le TKD. Alors, TKD, pour ceux qui connaissent le BSD, c'est la version de transmission de l'EGD. Alors, ça serait une hérésie d'une terminologie d'appeler le BSD par transmission, parce que le BSD, il n'y a pas d'exciteur, l'exciteur de transmission. C'est pour ça qu'on appelle TKD, donc transmission. Ce qui vous permet d'aller voir ce que vous avez à l'extrémité de votre échantillon. Et comme là, on est toujours sous fil, eh bien, on peut continuer à préparer l'échantillon tout en regardant ce qu'on a à l'extrémité, de sorte à amener ce qui nous intéresse en zone d'analyse. Donc voilà ce que vous obtenez. Donc ça, c'est des fichiers classiques de BSD, mais faits sur des pointes. Et là, nous, ce qui nous intéressait, c'était d'analyser cette interface ici. Donc, il fallait de manière très contrôlée enlever environ 200 à 300 nanomètres de matière. Et donc, on peut faire maintenant de manière assez reproductible avec le fil. Et vous voyez qu'à la fin, on arrive à un échantillon ici. Vous avez en gros 50 nanomètres entre l'extrémité de votre échantillon et l'interface qu'on veut analyser. Donc là, je vais vous montrer un exemple. Donc là, c'était l'exemple sur une météorite fernicelle. Donc ça, c'est une octaédrite dans laquelle il y a de l'austénite, de la tailite résiduelle. Pardon. Et si vous prenez un profil de concentration ici au travers de cet îlot, vous trouvez le profil classique quand même des météorites fernicelles. Donc là, vous avez une concentration diffusive. Et nous, ce qui nous intéressait dans cette étude, c'était d'aller explorer vraiment la limite, donc la partie où potentiellement il y a une phase magnétique qu'on appelle la tétratéline. Et donc, on voulait préparer des échantillons dans ce domaine. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre échantillon. Donc là, vous avez l'interface, hein, là, on est vu au MEV, hein, sur 30 microns. Et on est allé extraire un mur dans lequel on a préparé les Votre mur, vous le voyez ici, hein, en inclinant cette image. Et en regardant de l'autre côté avec le faisceau ionique, on voit très bien qu'on a notre interface qui est à environ, qui est à quelques microns de la surface de l'échantillon. Et donc, ça, c'est en gros, pour vous montrer ce qui se passe. Vous avez votre lame qu'on va extraire, vous avez la taillite résiduelle, vous avez la camacite ici, et donc on va préparer des points à différents endroits. Et là, vous avez les fichiers BSD, TKD, pardon, qui vous montrent la distance entre l'extrémité de la pointe que vous allez analyser et l'interface que vous avez ici. Et donc, avec cette technique-là, on peut explorer en profondeur. Alors, avec une résolution, là, vous voyez, les échelles, c'est quelques microns encore. On va pouvoir faire des analyses ponctuelles en se plaçant à des positions très spécifiques par rapport à l'interface. Donc là, c'est le zoom de votre profil en nickel. Donc,
Là, on est allé, on a analysé l'interface directement. Donc là, vous avez la calmacite, là, vous avez la taille. Et on a mesuré localement 55 atomes% de nickel, alors que le DS, lui, ne donnait que 35%. C'est normal, le DS a une résolution spatiale qui est un peu, donc il intègre de la taille et de la calmacite, mais là, on est capable de mesurer à quelques nanomètres de l'interface à la composition. Là, on était à 500 nanomètres, et là, vous voyez, vous êtes très riche. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les points bleus sont des atomes de nickel. Dans la structure, je n'ai pas représenté le fer. Et là, vous voyez, vous êtes très riche en nickel, mais vous voyez des zones qui commencent à être au nickel. Ça, ce sont des zones de calmacite. Et puis, quand on s'éloigne, on rentre dans le domaine où on a à peu près 30% de nickel, on rentre dans ce qu'on appelle la Gaudi zone, où on a cette phase qu'on cherche, qui est la tétraténite, et puis là, on était à 6 microns, à une quinzaine de microns, où là, on a l'impression de plus voir de ces particules, mais quand on se traite de manière beaucoup plus fine les données, on trouve qu'on a des particules de tétraténite qui sont de 1 à 2 nanomètres de diamètre. Et ce qu'on peut faire, c'est mesurer les profils de concentration au travers des différentes interfaces. Donc là, vous avez l'interface entre la calmacite et la taillis, et puis là, entre les phases riches en fer et riches en nickel. Et ce que vous voyez, c'est qu'à chaque fois, les zones riches en nickel, elles contiennent 50 ou un peu plus de 50% atomique de nickel. Et ça, c'est la trace, c'est une des traces de la tétratélie, donc cette phase, ça rentre dans une étude beaucoup plus large. Il a fallu après qu'on montre que c'était bien sur la tétratélie une phase ordonnée, et donc on a prouvé que qu'on avait effectivement bien la tétratélie à l'intérieur. Alors ça, c'est des choses qui étaient connues, mais surtout on a pu donner l'évolution de la taille, et donc ça va avoir des sur le comportement magnétique des échantillons et l'interprétation du comportement magnétique. On était plus grand temps, encore 5 max. Donc là, ce que je voulais présenter essentiellement, c'était sur des conducteurs, là où la sonde a été partout. Maintenant, il faut être honnête, elle marche quand même moins bien sur les semi-conducteurs et encore moins bien sur les matériaux biologiques. Et encore moins bien sur les matériaux biologiques. Mais on est toujours en phase d'évolution. Alors maintenant, les semi-conducteurs, c'est quelque chose qui se fait de manière routinière. Les matériaux géologiques, on est vraiment dans l'enfance de l'art. Alors comment est-ce qu'on a fait pour transiter entre des matériaux conducteurs pour pouvoir analyser les matériaux mauvais conducteurs? C'est qu'au lieu d'envoyer une impulsion électrique pour évaporer les atomes, et bien on envoie une impulsion laser. C'est-à-dire que en fait, la barrière d'énergie qui lie aux atomes, au lieu de la réduire par une impulsion électrique, on la réduit en chauffant l'échantillon. Mais on va avoir le même effet d'être capable d'évaporer les échantillons, les atomes de l'échantillon. Alors, un exemple de microélectronique, ça c'est des échantillons tests qui sont fournis par Cameca, un des premiers tests qui a été fait, donc ça c'est début des années 2000. Ça a été comparé d'un point de vue analytique la sonde atomique avec le SIMS. Et vous voyez ici, le SIMS, c'est sur des SIGE. Vous voyez que d'un point de vue quantitatif, les deux techniques donnent le même résultat. Évidemment, le SIMS intègre des surfaces beaucoup plus larges, donc une statistique est bien meilleure par rapport à la sonde atomique que vous avez. Mais globalement, les capacités analytiques sont là pour les semi-conducteurs. Alors, c'est d'autres exemples, on a les barrières d'énergie, ça c'est des exemples d'application sur des matériaux pour faire des LED. Là, ce qu'il faut contrôler, c'est la distance entre les différentes couches des quantum, je sais pas comment elles s'appellent, et puis leur nature chimique pour générer différentes longueurs. On va avoir des LED de couleurs différentes, ça ne va pas trop dans les détails. Ça permet aussi d'aller analyser, alors ça c'est l'analyse de défauts. D'accord, quand vous avez un microprocesseur qui est défaillant, là, il faut essayer de rechercher la source de la défaillance. Et avec ces techniques de préparation des échantillons partout connectés à la sonde atomique, vous êtes capable d'identifier un transistor particulier, d'aller l'extraire et d'aller l'analyser. Là, vous avez la reconstruction d'un transistor à l'échelle nanométrique. Alors ça, c'est l'ancienne génération, maintenant les transistors sont un ordre de grandeur d'écart, mais typiquement, voilà, on est capable de trouver la description des différents aspects chimiques et de comprendre le comportement de la défaillance d'un transistor. Et puis je vais finir par les applications en géosciences. Alors les applications en géosciences, c'est là, normalement, cette technique ne doit pas marcher sur des échantillons isolants. La théorie nous dit que ça va faire possible.
Et il y a une grosse dizaine d'années, on a une collègue qui s'est dit, tiens, pourquoi pas faire de la lumine. Donc, genre isolant, il y a pas lieu. Elle a analysé de la lumine et ça marche. Maintenant, la question après, c'était de savoir pourquoi. Mais en tout cas, ça a marché. Et donc, ça a ouvert tout un champ d'application sur les matériaux minéralogiques. Il y a une équipe qui s'est spécialisée depuis, ouais, ça fait une petite dizaine d'années en Australie, à Cairns, et ils ont commencé à analyser des matériaux géologiques. Et ça a tellement bien marché que maintenant, c'est un des domaines les plus actifs dans le. On ne sait pas toujours, on comprend pas toujours tout ce qui se passe. C'est pas toujours facile d'interpréter les résultats. Mais néanmoins, ça marche. Donc là, une des grosses différences par rapport aux métaux, c'est alors ça, un spectre de masse, en fait, vous voyez tout de suite, au premier abord, que vous avez beaucoup plus de pics sur le spectre de masse. C'est tout simplement dû au fait que, en général, sur les métaux, on collecte des atomes individuels. Dans le cas des matériaux géologiques, on a des ondes moléculaires. Donc, ça va multiplier les nombres de bits. Et donc, bah, ça va multiplier les recouvrements potentiels. Voilà, toutes ces difficultés-là, c'est ce sur quoi on est en train de travailler actuellement. Et ça peut être alors ça, c'est issu d'une revue de Steve Reddy, donc le boss du labo en Australie, où il a remis aussi toute une série d'échantillons qui avaient été analysés. Donc ça fait des années 2000, tout ça fait 5 fois plus. Il y a beaucoup d'équipes de sous-bataillons qui sont venues à étudier ce type de matériaux. On fait la partir du moment où vous avez un fil pour préparer les échantillons, ils sont marche. Vous êtes capable de faire des matériaux géologiques. On ne comprend pas tout, mais ça marche pas mal. Et il y a plein de résultats maintenant qui sortent, on va les très prestigieux. Donc, c'est vraiment le départ. Et puis, le dernier exemple, ça, c'est des matériaux biologiques. Ça, c'est une énamelle, donc c'est la couche protectrice des dents. Et donc, alors, je ne pourrais pas vous donner les tenants et les aboutissants d'études, mais ce qu'ils ont été capables de montrer, c'est que le fluor, en fait, fait décorer les grains de grains de l'énamel. Et c'est pour ça. Et donc, en protégeant les joints de grains, ça a évité la transmission, l'attaque par les acides, en particulier par les caries. Et donc, ils ont réussi à expliquer pourquoi l'apport de fluor était intéressant dans le cas des dents. Donc ça, c'est des études. Après, ils ont déjà étudié les formes de bestioles. Alors ça, c'est relativement facile parce que c'est des matériaux, pas des matériaux. Et maintenant, bah, là, la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour étudier des tissus. Et là, forcément, c'est tout l'aspect cryo qui a été développé pour le cryomètre. Hein, donc, on peut faire toutes ces connaissances et on essaie d'adapter à la cinématonie. On gèle l'échantillon. Ça, c'est les premiers résultats qui ont été faits sur le groupe. L'analyse de l'eau, c'est aux États-Unis. Donc, vous voyez aussi, c'est tout ça, c'est un champ qui est dans les conditions. Il y a plein de gens qui se lancent dedans, mais c'est vraiment de la recherche. Presque encore en recherche. Je pense que je ne peux pas trop insister sur les dernières slides, juste pour vous dire qu'on est en train de, ce que vous disiez Mathieu tout à l'heure, les laboratoires, on est en train de développer une sonde qui soit optimisée pour l'analyse des matériaux géologiques avec deux aspects principaux, la quantitativité, là on est moins des quantitatifs, c'est une analyse pour l'instant, et la mesure des rapports isolés. Parce que les détecteurs ne sont pas parfaits, on analyse, comme disait actuellement, on peut les améliorer pour être capable de faire de la vraie mesure de rapport isolé, de la datation, des choses comme ça. Et je vais finir. Et tout bien, c'est là-dessus. J'ai des questions tout de suite d'en poser. J'imagine qu'un certain nombre d'entre vous, vous avez peut-être une question particulière pour un échantillon ou un projet qui pourrait peut-être vous motiver. Vous pouvez la poser là devant tout le monde. Vous pouvez aussi discuter. Les Rouennais sont là l'après-midi. On a un deuxième conf dans l'après-midi. Et puis il y a le mail, et puis on c'est facilement que ça. Les TER, on les parle ce matin. Alors, mon expérience, c'est qu'on part toujours à un moment où c'est plus difficile d'en retenir. On va éliminer quand on est avant, on n'est pas encore dans le labo. C'est une ZRR. Tous ceux qui de l'INPMC qui voudraient voir à quoi ressemble une ZRR, au cas où on le passerait bientôt, voilà, symbolique. On est en
Moi, j'ai une question sur les effets de matrice. Enfin, ce que je comprends, c'est que quand on a un matériau pur, on a un faire pur, on extrait tous les atomes de la même façon. Si on a un truc très hétérogène, est-ce que l'extraction est la même sous laser pour les différentes matrices? Elle est la même dans la mesure où, quand tu évapores ton échantillon, tu l'évapores globalement. Tu ne peux pas dire qu'il y a une partie qui va rester à la surface de l'échantillon et qui ne va jamais s'évaporer. Quand tu augmentes le potentiel appliqué, tu augmentes le champ électrique. Et il y a un moment, et toutes les espèces chimiques, à un moment ou à un autre, elles vont avoir le champ qui leur permet de partir. Ça, c'est avec le champ électrique, mais sous laser, pareil, c'est exactement la même chose. En fait, c'est toujours le champ électrique. Sauf qu'on diminue, pour évaporer, en fait, il faut que tu désolidarises ton atome de ton échantillon. Tu casses la barrière de l'énergie. Donc, soit tu la casses avec un pulse électrique, et là, c'est essentiel, principalement l'effet tunnel. Ou alors, tu le chauffes thermiquement, et là, ils vont tous partir. Il n'y en a pas qui vont rester à la surface de l'énergie. Donc, ces effets de matrice, on les a pas. Le problème de la quantique, c'est pas lié à un effet d'extraction, c'est vraiment lié au fait que les atomes qui sortent complètement moléculaires. Alors, le problème de la quantique sur les matériaux, alors sur les métaux, il y en a pas ce problème. Sur les matériaux géologiques, c'est essentiellement les ions moléculaires. En fait, tu arraches des molécules, et c'est pas impossible que parmi ces molécules, tu en aies qui se dissocient une fois qu'ils sont partis de l'échantillon. Et si tu fais des espèces neutres, voilà, tu vas les perdre. Donc, c'est ces aspects-là qu'on essaye de comprendre, de comment voilà, où va la matière. Et donc, pour ça, on a besoin des choses comme vraiment comprendre. Alors après, ça dépend ce que tu cherches. Si tu cherches effectivement la composition moyenne de ton échantillon, ça peut être un problème. Si tu cherches des rapports entre deux espèces qui se comportent de la même manière, là, tous les échantillons ayant été on peut supposer qu'ils aient les mêmes champs, les mêmes variations. De manière paradoxale, en fait, les mesures isotopiques sont moins sensibles à ces effets de matrice qu'un rapport à effet sur un diode. D'abord, je suis pas sûr d'un rapport. C'est pas le pire. Ouais, c'est pas le pire. Dans la même idée, je me demandais les espèces, elles sont évaporées, elles sont chargées. Elles sont complètement pas entre elles non plus. Non, parce qu'en fait, les champs électriques sont très intenses, que les vitesses d'éjection sont. Et il y a très peu de molécules qui partent. De recombinaison, non. De la dissociation, oui. Parce que quand tu quittes la pointe et que tu restes quand même dans des domaines de champs électriques très intenses, si tu as une molécule, elle va se polariser, tu as une partie de la molécule, tu ne vas pas avoir le même champ. Donc là, oui, tu peux avoir des effets qui ne sont pas toujours connus. Mais de recombinaison, non. D'expérience, la physique, oui, bon, c'est. Alors, il faut voir aussi qu'à chaque impulsion, on n'évapore pas beaucoup d'atomes. L'idée, c'est, alors, en moyenne, on en évapore un sur une centaine d'impulsions. On veut vraiment contrôler l'évaporation. On pulse à des centaines de kilohertz. C'est pour ça que ça va pas relativement rapidement, mais ce qu'il faut considérer, c'est chaque événement d'évaporation. Il y a une faible probabilité d'avoir plusieurs atomes qui partent, plusieurs ions qui partent en même temps. La probabilité qui se recombine. Je pensais pour les échantillons biologiques, là, du coup, bon, il y a la voie cryo, ça semble évident. Est-ce que des gens ont essayé avec les inclusions? Parce que souvent, on les inclut dans des réseaux, en fait. C'est plus simple, quoi. Oui, c'est des choses. Parce que ça ressemble à un matériau géologique ouais, un peu, mais on a un vrai tissu biologique dedans. Oui, ça fait partie des choses qui sont explorées. Le problème, c'est que ça demande des compétences en la on a vraiment un labo, et tous les labos d'utilisation sont essentiellement physiques de matériaux. Donc, toute cette relation avec le monde du bio, on n'a pas. Avec quelques labos qui sont plus. Le labo d'Oxford, par exemple, sont contacts, c'est plus large. Donc, oui, il y a plein de choses qui sont essayées, ça part dans le pratique. Nous, là, on s'est équipé de toute la chaîne philo, depuis la préparation de fibre jusqu'à l'analyse de son et éventuellement plutôt parti sur cette question. Il y a forcément des choses auxquelles on n'a pas pensé. Il faut peut-être des choses émotives chez les gens. L'intérêt de discuter, de demander des communautés pour justement. C'est un champ de.
que là, on est vraiment, c'est l'explosion. On part un petit peu dans tous les sens. Il va falloir quelques années pour homogénéiser, pour prendre un petit peu, sortir les meilleurs places possibles de développement. C'est-à-dire qu'on a quelques échantillons au mieux des échantillons. Alors, qu'elle soit productrice ou pas, ça c'est. En fait, le problème, c'est la préparation des choses. C'est comment faire une pointe. La pointe, elle est suffisamment stable que là, avec une résolution de quelques nanomètres, Avec le microscope c'est un microscope apogétique. Et si la pointe bouge d'un millimètre, l'image va bouger d'un millimètre. On a le déplacement de l'image n'est pas multiplié par grand. c'est pas évident que la source bouge en même temps que Non, c'est pas le détecteur, c'est l'image. Si vous déplacez l'image, une pointe, ça fait 100 microns, ça ne bougera jamais d'un millimètre. Et au pire, si elle bougeait d'un millimètre, l'image bougerait d'un millimètre. Et non pas d'un millimètre multiplié par le grandissement de la pellicule. C'est pas comme en microscopie électronique. Une sonde, vous pouvez l'installer au 4e étage d'un document. Le problème des vibrations n'est pas un souci. Comment? Parce que c'est un microscope apogétique. Oui, Si la pointe bouge, elle réfléchit, elle se déforme, ça évapore. c'est pas possible. Tu vas pas aller très loin dans la vie. Et peut-être pour le time of flight. Non, ça change rien, puisque la distance entre la pointe et le détecteur, c'est de l'ordre de à 50 cm. Même si la pointe bougeait, elle est refroidie, donc elle est montée sur un étage cryogénique. Mais non, les images que je vous montre ici, c'est des images de microscopie de matière. Classiquement, il n'y a pas du tout ce problème heureusement. Donc, on n'a pas assez de rez-de-chaussée et de dalles anti-vibration, et on a et tous les microscopes sont sur les dalles anti-vibration. Les LED, les sondes, elles sont les pièces dans Le seul souci qu'on a, c'est en faisant un laser sur la pointe. Si la pointe vibre, on peut faire le laser. la focalisation. Oui, maintenant, les sondes à laser, on est sur le temps. Là, on parle de l'échelle atomique, c'est très intéressant. Donc, on a vu parler de la tinite, tout ça, et la clave d'azote. Mais pour la préparation de l'échantillon, est-ce que ça ne peut pas. Moi, je vois mal qu'une préparation du point qui modifie la surface et donne une information fausse sur la. Alors, ton extrême surface, elle va être modifiée. Quand tu fais une préparation par fil, tu vas implanter, tu vas avoir une zone, c'est des réseaux des radiations classiques, et avec les tensions d'accélération, en général, on finit la préparation avec une tension de 1 ou 2 kV, ce qui fait que tu vas vraiment implanter sur 5 nanomètres. Mais comme la technique, c'est une technique d'érosion, en fait, ces couches-là, tu les enlèves au début de ton analyse. Et après, tu tombes sur le matériau non affecté par à tel point, c'est qu'on a des collègues qui travaillent, un groupe qui travaille sur les défauts des radiations dans les matériaux. Ils irradient les matériaux, mais eux, sur des profondeurs beaucoup plus grandes, et ils vont préparer des études à différentes profondeurs. Et où là, ils peuvent étudier des défauts des radiations. Même si pour étudier les fibres, pour irradier avec des fibres, et étudier les défauts des radiations. Mais l'avantage qu'on a, c'est qu'on enlève la surface. On érode la surface au fur et à mesure. Et comme la technique, les expériences, elles se font à température plus haute, et les surfaces, elles ne se reconduisent pas. Elles restent dans l'état naturel. Alors peut-être qu'avec le laser, il y a peut-être des tâches qui chauffent pour l'évaporer. Là, je ne suis pas spécialiste de l'évaporation laser, mais tu peux avoir un chauffage local. Mais je n'ai pas entendu parler que la microstructure soit affectée par le fait que des lasers avec l'azote qui est temps. c'est des femtos. C'est un femto, on chauffe quand même pas énormément. Non, tu ne chauffes pas énormément. Enfin, tu chauffes. Alors, ça dépend de quel échauffement tu parles. L'échauffement, si tu veux pas, c'est l'échauffement de téléphone.
faut pas ton, on chauffe pas le réseau, on chauffe pas le matériel. l'énergie, elle est, et le plus, parce qu'il y a la température sur une pointe, ce qui n'est pas énorme. C'est la température. En fait, le fait une zone, on pourrait chauffer à zéro. Qu'est-ce qui chauffe? Ben, en fait, pour ta pointe, quand tu veux l'irradier avec un laser, ça se comporte comme une antenne. Elle absorbe le rayonnement et après, le rayonnement, avec les modes de transmission, ça dépend de la nature. Voilà. Et alors, ça, après, c'est vraiment le spécialiste. On a deux, trois, c'est vraiment. Faire le métier, ça bien, ça Dernière question. Ouais, c'est très bien ma question que je suis voir. Sinon, c'est échantillon dépendant, mais c'est en même temps une mesure sur le point. Typiquement, c'est la mesure, c'est une demi-journée. On acquiert, je crois qu'on est à 5 et 10 millions de pions à l'heure. Ouais. À ça, il faut rajouter le temps de préparation. Le temps de préparation, ça peut être. Typiquement, si c'est un matériau que tu connais bien, on imagine 5 minutes. Et après, après, le traitement, ça peut. Par un ça va être très rapide. Et typiquement, si tu viens d'organiser en une semaine, tu dois pouvoir faire un ça peut. Il y a un dernier mot avant de vous remercier. Fred. Donc là, ça voulait être une introduction à la technique, savoir comment ça marche, sur quoi c'est basé et ce qu'on peut observer. C'est évidemment, ça ne répond pas du tout à beaucoup de questions ponctuelles que certains peuvent vous poser, en particulier les étudiants qui vont commencer leur thèse. Ce que je vous propose maintenant, vous savez ce que c'est que la SAT, simplement de la film, mais c'est plus à la ligne, on va faire de la film. Tu pouvais googler, non mais c'est des thématiques de microstructuralisme et de la matière, plutôt que de film. Si j'ai bien entendu ce que tu disais sur la reproduction des atomes. Donc, ce que vous pouvez faire pour commencer, c'est googler, vous avez une question, je ne sais pas, tiens, est-ce qu'on peut dater des zircons en uranium? Ça, vous tapez uranium, plomb, zircon, SAT, probablement des choses. Et moi, peut-être à la rentrée, si là on ramène en place l'animation scientifique globale, peut-être qu'on fera un peu des exemples de cosmochimie, géochimie sur les isotopes, les datations. On va essayer de faire un peu une culture ici. On sera à peu près les seuls en géosciences à avoir pendant quelques temps. Et une fois que vous serez convaincu que c'est génial et qu'il y a des super questions à résoudre, il y aura une machine peut-être. Et il y aura des là, peut-être même vraiment, des pièces sont commandées et je crois que Maximilien a fait des super cookies, on a plein.